Alors bonjour, je m'appelle Pascal Folliot, je suis conteur et écrivain, spécialiste des légendes japonaises. Non, je n'ai pas fait d'études particulières, j'ai fait des études de droit avec une dimension littéraire. J'ai même eu un prof qui avait le prix Goncourt dans mes études de droit, un prof d'anglais. D'ailleurs, l'anglais me sert beaucoup pour traduire des contes qui n'existent ou qui ont été traduits d'ailleurs parfois du japonais qu'en anglais et pas du tout en français. J'ai fait des études sinon d'arts martiaux traditionnels dans des écoles anciennes de lignée de samouraïs et ça m'a quand même formé pour différentes raisons. Et on pourrait même dire formé à l'art du conte aussi. Oui, c'est ça qui m'a vraiment inspiré, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Normand, l'un des premiers Européens à aller au Japon dans les années 70. Il y est resté une dizaine d'années. Là, il est rentré dans des écoles traditionnelles très anciennes, dont certaines remontent au XIVe siècle. Donc ce sont des lignées de samouraïs ininterrompues, avec non seulement des techniques bien sûr martiales, de tir à l'arc, de sabre, de naginata, la faute de combat, mais aussi toute la transmission orale de connaissances secrètes, on peut dire ésotériques, de techniques de concentration, de méditation, de kiai, de projection d'énergie, et aussi une connaissance qui passe à travers la poésie. C'est comme ça, et notamment dans des rouleaux secrets où il y a des poèmes qui sont transmis de génération en génération avec des clés de compréhension, et une grande partie aussi de la philosophie de ces budo, ces arts martiaux traditionnels, passe par les contes et les légendes qui expriment, qui illustrent ces principes. Et donc moi, en pratiquant avec lui, comme il est lui-même un excellent conteur, il racontait comme les maîtres japonais, avec la gestuelle aussi, donc c'est assez parlant, assez impressionnant même, parce qu'il y a toute la gestuelle avec l'énergie qui correspond. Et donc il racontait presque à chaque cours un conte zen ou une légende de samouraï, et aussi il récitait parfois un poème ou en tout cas une image poétique pour illustrer un principe. Et donc en fait ça m'a vraiment nourri, et j'étais tellement fasciné par ces histoires que j'ai eu envie moi-même de les raconter à mes camarades à l'époque. Et donc c'est comme ça que je suis devenu spontanément conteur. Justement, j'ai commencé à l'époque par, donc au début des années 80, par faire un premier recueil de contes qui s'intitule Les Contes des arts martiaux, qui est publié chez Albin Michel. Et c'était le premier livre du genre, donc il a été même traduit dans différentes langues, en anglais. Enfin, c'est devenu une espèce de classique international, l'un des premiers livres sur les arts martiaux japonais et chinois. Et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres, notamment dans la collection Épopée chez Casterman, où j'ai publié la fameuse épopée chinoise du roi singe, que j'ai adapté pour la jeunesse, et puis dans la collection Contes des sages au Seuil, où il y a les contes des sages du Japon, les contes des sages samouraïs, les contes des sages zen, et là ce sont vraiment des récits très profonds d'enseignement, mais aussi facétieux, humoristiques, parce que en fait dans le zen l'humour tient une grande place. Alors donc voilà justement les contes des sages du Japon dans cette magnifique collection illustrée. Vous voyez, il y a des liserés qui reprennent, alors c'est très très sophistiqué, très élaboré, parce qu'il y a des liserés qui reprennent des motifs de kimono, et puis il y a des culs de lampe, ça s'appelle comme ça dans le jargon des éditeurs, donc ces espèces de... c'est comme des mônes, vous savez, les blasons
des familles de samouraïs. D'ailleurs, ça reprend généralement des blasons qu'on retrouve aussi sur les tsuka, les gardes de katana par exemple. Et puis bien sûr sur les bannières, parce que les samouraïs avaient toujours accroché souvent à leur dos un bambou avec une bannière, le blason de leur clan. Comme ça on pouvait les distinguer sur le champ de bataille. Et puis bien sûr il y a dedans des estampes japonaises. Alors je ne sais pas s'il y en a une qui va enfin apparaître, se délivrer même de ce livre. Voilà, donc il y a des très belles estampes dont certaines sont assez rares d'ailleurs. Et puis voilà, par exemple, ça c'est des estampes assez classiques. Et puis par contre il y en a qui correspondent vraiment à des personnages qu'on retrouve dans les histoires. Voilà, donc là il y a une geisha, mais dans un autre ouvrage on a par exemple des personnages qui correspondent, là ce sont les contes des sages samouraïs où il y a les plus belles légendes, dont certaines d'ailleurs sont historiques, c'est-à-dire qu'elles partent de faits réels, d'autres sont un peu plus légendaires. Et là on a même des personnages des histoires comme le fameux Yoshitsune du clan Minamoto avec Benkei, le moine guerrier qu'il parvient à vaincre et qui deviendra son compagnon d'armes, son fidèle garde du corps jusqu'à la mort. Enfin, il y en a plusieurs quand même, hein. Mais en tout cas, disons que dans le domaine des légendes, puisque nous sommes ici au Héros Festival, il y a le Heike Monogatari et on peut dire le Yoshitsune Monogatari. Ce sont deux versions différentes où il y a les exploits donc de Yoshitsune, mais aussi toute cette saga familiale où il y a des rivalités entre les deux clans principaux, mais aussi dans la même famille, entre les cousins, les frères, etc. Donc c'est vraiment shakespearien, on peut dire. Alors ça part de faits historiques, et puis après ça a été enjolivé par des générations de conteurs, notamment ceux qu'on appelle les Heike Hoshi, les moines Heike, qui s'accompagnent avec la biwa, qui est un instrument donc à cordes, qui était l'instrument des bardes qui déclamaient cette épopée. Et l'autre œuvre aussi qui est vraiment très profonde, très forte, c'est le Genji Monogatari. C'est une œuvre qui a été écrite au XIe siècle par une femme, une dame de la cour. Et c'est vraiment un travail fascinant. C'est peut-être le premier roman psychologique au monde, extrêmement raffiné, avec une étude très très fine des relations entre les êtres, et puis aussi comment le destin finalement tisse la vie avec le karma inéluctable, et puis le détachement nécessaire aussi par rapport. Donc il y a toutes les références philosophiques aussi, et puis un raffinement très grand dans la description des personnages. Il y a une très grande poétique, et c'est vraiment considéré comme le premier roman psychologique au monde. C'est du Proust avant l'heure, donc c'est vraiment fascinant, et ça explique beaucoup de choses sur le sens de la vie. Donc même les empereurs, alors que c'est un roman, les empereurs, pendant plusieurs générations, peut-être même jusqu'à maintenant, ils l'avaient comme livre de chevet. Ils puisaient leur inspiration, leur compréhension dans ce livre. Oui, donc j'ai rencontré des conteurs japonais, bien sûr principalement des rakugoka. Donc le rakugo, c'est un style de conte humoristique. Alors la grande différence, c'est que les conteurs japonais traditionnels, pour la plupart, racontent en position seiza, à genoux, enfin assis sur leurs talons, à la traditionnelle, et en fait ils ne bougent pas, ils ne se lèvent pas, ils restent tout le temps assis, parce que ça remonte à l'époque des samouraïs où ils racontaient dans les châteaux. Et il n'était pas question, si toute l'assistante était assise, qu'il se lève et qu'il soit au-dessus des samouraïs, du daimyo, du seigneur ou du shogun.
Donc c'est un peu finalement un reste de protocole de l'époque des samouraïs, parce que c'est une tradition qui est très ancienne, hein, des conteurs. Alors c'est pareil, les moines qui jouaient de la biwa et qui racontaient l'épopée, ils étaient aussi assis. En fait, les conteurs debout, ce sont les maîtres d'arts martiaux quand ils racontent pendant leurs enseignements. Et puis sinon, il y a des conteurs aussi ou des récitants, mais qui sont dans ce cas-là sur des scènes comme un peu le théâtre no ou le kabuki, mais là c'est encore une tradition différente. Donc en tout cas, le rakugo est encore assez vivant. J'ai rencontré des maîtres de rakugo et j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Ferrandez qui lui a été apprendre le style rakugo. Et donc il raconte en français à la manière du rakugo et on le trouve des fois à la Japan Expo. Enfin, il est assez présent aujourd'hui en France, quoi. Donc on peut entendre ce style très particulier du rakugo parce que les histoires ne sont que des dialogues en fait entre les personnages et le conteur incarne un personnage, se tourne d'un côté et puis après pour l'autre personnage il se tourne de l'autre côté et il utilise comme accessoire un éventail et cet éventail c'est un éventail mais ça peut devenir une pipe, ça peut devenir un katana, ça peut devenir des baguettes pour manger, voilà, c'est vraiment l'accessoire du conteur. Alors on pourra me retrouver ici à Marseille, le 9 juin à la Criée, au Théâtre National de la Criée, où je vais raconter donc la saga de Yoshitsune, le fameux grand héros samouraï, sans doute le plus grand héros du Japon, au destin glorieux mais tragique, et avec son fidèle Benkei. Donc je vais raconter le 9 juin à 20h avec deux excellentes musiciennes japonaises et chanteuses surtout. L'une s'appelle Emiko Ota, elle joue du taiko, donc les grands tambours japonais, donc c'est une percussionniste mais c'est aussi une fabuleuse chanteuse et je vais aussi être accompagné par Etsuko Chida, qui elle joue du koto et chante dans un style très ancien dont certaines chansons remontent justement au Moyen-Âge japonais et sont des chansons du fameux Heike Monogatari, donc l'épopée de la rivalité entre les deux clans. Et donc il y aura aussi comme conseiller artistique un grand monsieur, un grand acteur, metteur en scène japonais qui s'appelle Yoshi Oida, qui est très connu parce que il a joué notamment dans le film Wasabi, c'était le chef des Yakuza. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film excellent, mais il a joué aussi même dans les taxis, là, les premiers films de taxi qui se passaient à Marseille, me semble-t-il d'ailleurs. Et ah oui, alors il faut que je dise en parlant de Marseille que cette histoire de Yoshitsune, et notamment à travers mon livre Les contes des sages samouraïs, donc où je raconte la rencontre entre Yoshitsune et Benkei et leur amitié légendaire, ça a inspiré l'un des titres du groupe Ayam dans leur album Les Arts Martiens, qui fait référence aux arts martiaux et à Marseille, je vous le rappelle. Et donc, ils l'ont déclaré publiquement à la télévision que c'était donc mon livre qu'ils ont présenté en disant que c'était ça qui avait inspiré ce titre qui s'appelle justement Minamoto et Benkei et qui chante l'amitié légendaire entre des héros et donc en fait qui célèbrent aussi leur amitié légendaire, eux qui sont des pourfendeurs aussi finalement modernes, contemporains, des dérives de la société ou de l'espèce humaine, et donc qui sont des espèces de bardes contemporains, bardes samouraïs qui voilà, défient aussi avec leurs mots, leurs paroles, mais bien sûr avec la non-violence qui est la caractéristique
de la maîtrise dans les arts martiaux, parce qu'un grand maître d'arts martiaux, comme le dit l'adage, celui qui a maîtrisé l'art n'utilise pas le sabre et l'adversaire se tue lui-même. Alors des conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer, je suppose, dans le conte. Bon, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, en fait, c'était l'époque du renouveau du conte, l'origine du renouveau du conte. Il y avait très peu de conteurs professionnels. Il y avait aussi très peu d'occasions pour raconter. Donc il a fallu que les conteurs, finalement, créent presque leur propre réseau. Notamment, on a eu la chance d'être très soutenus par les bibliothécaires qui invitaient des conteurs à raconter. Et puis on a créé aussi des festivals de contes. Et notamment comme la Baleine qui divague à Marseille, qui est devenu un centre régional finalement du conte. On a tissé des réseaux. Bon, la Baleine a même réussi elle programme régulièrement au Théâtre de la Criée justement des conteurs. Donc les conteurs ont fini par être admis finalement dans des lieux différents. Et même là, au Héros Festival, c'est la Baleine qui a proposé que je vienne raconter, ce qui est quand même la moindre des choses, la saga du plus grand héros japonais. Et alors un jeune conteur, il y a beaucoup de conteurs, et puis hélas les finances, les subventions culturelles sont plutôt à la baisse, donc c'est un peu difficile. Mais quelqu'un qui est passionné, qui a vraiment envie de partager des histoires, parce que bon, pourquoi est-ce qu'on devient conteur? C'est parce que c'est une histoire d'amour. On aime tellement ces histoires qu'on a envie de les partager à d'autres. Donc il y a une histoire d'amour avec les histoires et avec le public, parce qu'on a envie de leur donner ce qui nous a touchés, ce qui nous fait vibrer, et de les faire vibrer aussi. Donc quelqu'un qui est passionné, qui travaille, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup travailler les histoires, les intégrer, les faire siennes, être tellement habité par elles que finalement c'est l'histoire qui nous guide à un moment donné. Donc c'est vraiment comme un sacerdoce, il faut Voilà, par exemple si on s'intéresse au conte japonais, il faut vraiment pas tellement aller au Japon, mais c'est surtout s'imprégner de la culture japonaise pour pouvoir évoquer tout cet univers en connaissant la signification est profonde et aussi les références. Si on parle de la cérémonie du thé, si on parle des samouraïs, il faut quand même avoir un minimum de références, sinon on risque de dire n'importe quoi et ça ne va pas sonner juste. Parce qu'il faut que ça sonne juste, il faut toucher, il faut impressionner aussi par ce qu'on transmet.